Donc, moi, je vais essayer de vous montrer comment, en partant par une approche acteur-centrée, c'est-à-dire une approche qui part de l'agriculteur, mais qui aussi essaye d'évaluer finalement les effets de ces pratiques, comment on peut essayer de réfléchir aux déterminants culturels et socio-économiques d'une durabilité de l'agriculture. Bon, alors, un petit clin d'œil, mais en fait, c'est simplement un malentendu, mais dans la présentation de l'agroécologie, on dit application de l'écologie scientifique à la conception et la gestion de l'agriculture durable. Mais bien évidemment, et ça tu l'as très bien dit, Luc, ce n'est pas seulement la science écologique qui va alimenter finalement cette connaissance, mais il y a aussi, bien sûr, des systèmes traditionnels qui ont montré leur efficacité sur le temps long, et qui ont généré des savoirs, des pratiques, mais également qui vont de pair avec des représentations, avec des valeurs. Donc ça, c'est un thème qui n'a pas été tellement abordé, mais qui est également très, très important. Alors, on a parlé de la FAO et de l'engagement de certains pays par rapport à l'agroécologie, mais il y a eu également quelque chose qui est un petit peu plus ancien, qui sont les systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, qui finalement visaient à réhabiliter en fait des systèmes qui avaient en fait démontré leur résilience, en faire finalement le fondement d'innovation actuelle et future en matière d'agriculture et technologie. Donc là, il y a l'idée, bien sûr, d'un échange des savoirs entre ces systèmes traditionnels et ce que peut apporter l'innovation via la recherche et l'écologie. Et je pense que c'est vraiment dans cette interaction qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Alors, juste, j'ai repris la citation que vous trouverez en ligne et je vous la lis parce qu'en fait, elle est intéressante parce qu'il y a par exemple la notion de beauté qui intervient, la notion de paysage, et ça, c'est quelque chose qui touche également beaucoup les agriculteurs. Donc voilà peut-être un argument qui peut paraître totalement superfétatoire à l'heure où on doit assurer la sécurité alimentaire mondiale, mais voilà un argument qui peut aussi avoir du sens pour convaincre finalement, pour convaincre également des agriculteurs. La biodiversité agricole. Alors, la biodiversité agricole, c'est pas seulement la biodiversité de l'ensemble des organismes vivants, c'est aussi la biodiversité des variétés, la biodiversité des plantes qui sont cultivées. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel les agriculteurs peuvent être sensibles, peut-être plus que, par exemple, à la biodiversité des insectes voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui les touche davantage. Des écosystèmes résilients, donc la résilience, c'est bien sûr la résilience, par exemple, au changement climatique, aux aléas climatiques, mais également à l'irrégularité des marchés, parce que ça aussi, c'est un vrai problème, c'est-à-dire est-ce que les gens ont les moyens de se récupérer à partir d'une série d'années où les prix baissent, etc. Et un précieux patrimoine culturel. Donc voilà, là aussi, nous avons aussi cette dimension culturelle qui est intéressante. Alors je cite également le rapport de l'IPBES, dont je vais vous montrer quelques diapositives. Alors celle-ci qui est intéressante parce que vous avez là en fait une mise en relation de la richesse, de la diversité culturelle et de la diversité biologique. Bon alors, diversité biologique à partir d'indicateurs qui sont évidemment, qui valent ce qu'ils valent, hein. Richesse en mammifères et en oiseaux, et richesse linguistique. Bon voilà, donc cette diapo vise à montrer qu'il peut y avoir un lien entre cette richesse culturelle et la richesse biologique, hein, la diversité biologique. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une idée qui est intéressante, hein, c'est-à-dire que
justement qui va dans le sens de le même modèle n'est peut-être pas adapté partout et il faut réfléchir finalement à une revalorisation des savoirs locaux de façon à implanter cette agroécologie pour qu'elle soit davantage en résonance avec la culture des populations locales. Bon, alors là, voilà une petite diapo toujours extraite de l'IPBES qui nous montre une vision géographique de l'impact de l'agriculture et notamment sur son impact sur les services écosystémiques et la biodiversité. Bon, vous voyez que ici, il y a une échelle des couleurs qui va du jaune au marron foncé. Il n'y a pas de marron foncé dans l'élevage et l'agriculture et ce sont d'autres activités, comme les activités industrielles notamment, qui correspondent à ces impacts très négatifs. Bon, alors il faudrait cacher en fait toutes les petites choses où il y a une étoile, parce que là c'est basé sur 2 travaux scientifiques, donc là on va peut-être pas non plus... voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez en fait quelque chose qui est plutôt dans des impacts assez faibles pour l'activité d'élevage. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que tu as dit, parce que tu avais l'air de critiquer l'élevage en disant que c'était un peu inutile de faire de l'élevage, ça prenait trop de place. Et là, on voit que sur l'agriculture, on peut avoir des couleurs un peu plus foncées. Et puis alors, vous avez aussi le sens des flèches. Là, c'est quand ça reste stable. Là, c'est quand ça diminue. Alors évidemment, on a une diminution, par exemple, de l'impact de l'élevage en Europe de l'Ouest avec des phénomènes de déprise agricole. Au contraire, on peut avoir une augmentation finalement de l'impact. Et là, on voit par exemple la situation de l'Europe de l'Ouest qui est très différente en termes d'agriculture, avec un impact stable par rapport à d'autres pays où on aurait un impact sur les services écosystémiques qui seraient de plus en plus négatifs. Et puis la largeur de la flèche, c'est l'importance de la partie des terres qui est affectée par la dégradation. Donc de 0 à 10%, voyez, jusqu'à 50 à 100%. Là, on n'a pas 50 à 100%, mais enfin si, on l'a ici. Voilà. Mais là, c'est toujours pareil, c'est 2 études, donc on ne regarde pas ça. Donc ça montre aussi, je trouve que bon, ça vaut ce que ça vaut, ce schéma, mais ça montre que on a finalement un problème qui est décliné de façon assez variable à l'échelle du monde. Quand on regarde d'une part la situation de l'élevage, d'autre part la situation de l'agriculture, et ça vient un peu en complément de ce qui a été montré par les précédents intervenants. Alors, je vais en venir en fait à un exemple que je connais bien, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, hein, qui est l'arboriculture. Alors, ce n'est pas une production qui est essentielle pour l'alimentation, mais c'est une production qui peut avoir un intérêt nutritionnel, puisqu'il s'agit de l'oléiculture et de la viticulture, bon, voilà, sur lesquels j'ai travaillé depuis une dizaine d'années dans une série de programmes. Alors, quel est l'intérêt aussi de travailler sur l'arboriculture? C'est de voir un système agricole qui est un peu intermédiaire entre des systèmes de céréaliculture qui peuvent être relativement intensifs et des systèmes, par exemple, d'élevage herbager qui sont des systèmes plus extensifs et avec un impact moindre attendu sur la biodiversité. Donc là, on est sur quelque chose d'intermédiaire. Et je vais en fait vous montrer quelques résultats que nous avons eus sur les pratiques agricoles plus ou moins écologiques selon leurs effets sur la biodiversité végétale de la strate herbacée et sur l'érosion des sols. C'est très limitatif aussi, c'est toujours pareil, hein, on ne peut pas tout étudier. Et je vais essayer de vous montrer comment est-ce que les facteurs économiques interviennent, peuvent permettre de lire aussi ces différences. Donc la question de la valorisation économique du produit, la question de la place du produit dans l'économie nationale,
la question des structures d'encadrement et de l'autonomie des agriculteurs, on retrouve des choses qui ont déjà été dites. Et la question des représentations sociales, des valeurs et de l'ancienneté aussi des cultures. Voilà, donc là, quelques présentations. Alors, bon, donc là, ça, c'est une étude qu'on a faite dans la France méditerranéenne, depuis l'Hérault jusqu'aux Alpes-Maritimes, dans un certain nombre de terroirs. Voilà. Alors, là, par exemple, on prend un paramètre qui vaut ce qu'il vaut, hein, bon, qui est la richesse floristique qui accompagne finalement cette arboriculture. Donc, les vignes, les oliveraies. Alors, vous voyez tout d'abord que si je regarde les vignes par rapport aux oliveraies, j'ai 2 fois moins d'espèces dedans. D'accord ? Donc, apparemment, c'est justifié par les agriculteurs, par le fait qu'il y a cette question de la concurrence. Donc, cette question de la concurrence, c'est un argument qui est bon, qui a sa véracité aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est un argument qui est totalement construit socialement, mais c'est un argument qui est beaucoup sollicité par les vignerons, beaucoup moins par les oléiculteurs, et qui, par exemple, en Espagne, c'est un argument qui est utilisé aussi par les oléiculteurs. Donc là, on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'en France, ils n'utilisent pas l'argument de la compétition avec la strate herbacée pour justifier de sa destruction, alors qu'en Espagne, ils utilisent cet argument. Alors, ici, ce qui est... juste vous attirer votre attention sur une ligne. Une ligne, c'est l'AOP Bandol, la région de l'AOP Bandol, qui est une AOP qui est très ancienne, hein, qui date des années de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est une AOP viticole, hein, avec des vins de grande qualité et des vins qui ont un bon prix sur le marché. Hein. Vous avez peut-être acheté déjà des bouteilles de Bandol. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a un rapport de biodiversité qui est très très important entre les vignes et les oliveraies. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent les mêmes qui ont des vignes à titre principal et des oliveraies à titre complémentaire. Voilà. Donc là, c'est intéressant de voir quels sont les déterminants qui sont derrière un agriculteur qui va avoir des pratiques totalement différentes dans ces deux cultures. Pourtant, les oliveraies sont exploitées, voilà, c'est-à-dire que l'huile est vendue. Hein, ce n'est pas la ressource principale financière de l'exploitation, mais c'est une ressource de complément. Et donc là, on a une très très grande différence. Alors là, on a, on va dire, une logique de commercialisation qui est différente. C'est-à-dire, les vignes, tout est organisé dans cette région autour de la filière de l'AOP, avec un très fort investissement des structures d'encadrement, des moulins, des coopératives, etc. Et l'oliveraie, c'est un peu, on va dire, quelque chose qu'on fait davantage pour son plaisir. Davantage pour son plaisir, pour maintenir une tradition, pour maintenir aussi des savoirs, parce qu'il y a des ateliers, par exemple, d'apprentissage de la taille qui permettent de réunir des groupes sociaux d'agriculteurs, etc., alors qu'ils se disputent tout le temps quand il s'agit du vin. Donc là, on voit qu'il y a une culture qui porte des valeurs culturelles et une autre qui porte plutôt des valeurs, on va dire, d'efficacité économique. Par ailleurs, je parlais aussi du rôle des structures d'encadrement. C'est très net dans la région de Bandol. On avait travaillé justement avec un moulin
qui nous avait en fait indiqué un certain nombre d'agriculteurs chez qui on pouvait aller faire des observations floristiques. Et il y avait un discours qui était tenu par les techniciens agricoles de ce moulin, qui était le discours de la parcelle bien tenue, du viticulteur qui fait bien son métier et qui tient sa parcelle propre. Donc là, on est dans des représentations culturelles qui font que, bien sûr, les agriculteurs qui sont toujours sous la menace de perdre leur droit à vendre avec le label, parce que le moulin a le pouvoir de faire ça, a le pouvoir d'enlever le label à l'agriculteur. Et à ce moment-là, il est fini, parce qu'il va vendre son produit à très bas prix. Donc là, on voit aussi comment des systèmes qui devraient, par exemple des labels, on dit que c'est bien, ça va valoriser, etc., on voit que finalement, ça génère aussi des rapports de domination, des rapports sociaux qui peuvent être des rapports dont les viticulteurs souffrent d'ailleurs, parce que quand on va les voir et qu'ils nous disent « nous, on aimerait bien moins mettre de produits, on sait qu'on est en train de se tuer à petit feu, on sait qu'on est en train de tuer nos consommateurs à petit feu », donc ce n'est pas chez eux un aveuglement, au contraire. Bon. Donc là, c'est intéressant de voir ça, de voir finalement ce contraste, hein, alors qu'on ne l'a pas forcément ailleurs. Et ici aussi, par exemple, regardons par exemple des terroirs viticoles avec quand même des différences assez significatives en termes de biodiversité. Ici, on est dans 2 terroirs agricoles émergents, hein, qui sont des terroirs en fait, qui sont construits récemment, et qui se sont construits avec notamment une recherche de labels qui l'ont obtenu il n'y a pas très longtemps. Un Terrasse du Larzac l'a obtenu il y a quelques années, Pic Saint-Loup un petit peu plus loin. Ce sont aussi des terroirs qui finalement ont réussi à bien se placer sur le marché. Hein, donc là, on va dire qu'on est un peu, d'un point de vue économique, on est un peu sur la même chose. Simplement, là, il y a eu beaucoup en fait de prise d'autonomie de la part des viticulteurs qui se sont finalement autonomisés par rapport aux structures type moulin et type coopérative. Voilà. Donc, avec tout ça, on avait un certain nombre de cas, donc on s'est amusé à faire des statistiques, et bon, bah, alors en fait, ça marche. Hein, c'est-à-dire que l'intensité des pratiques agricoles dans les vignes et les oliveraies françaises, elle est liée statistiquement, négativement, avec les valeurs paysagères et patrimoniales associées à l'activité agricole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une valeur paysagère? Bon, évidemment, c'est la question de la beauté, la question du paysage dans lequel on se reconnaît, qui a une signification culturelle. La question patrimoniale, qu'est-ce qui importe aux agriculteurs? C'est par exemple la sauvegarde des variétés agricoles. Ça, pour eux, ça a du sens. Voilà. Associé avec l'activité agricole. Au contraire, si c'est essentiellement des valeurs liées à la professionnalisation de l'activité agricole, avec un premier rôle donné à la recherche d'efficacité économique et technique, sans du tout prendre en compte les dimensions patrimoniales et culturelles, et bien là, en fait, on a souvent des pratiques qui sont beaucoup plus brutales. Et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a maintenant, ça vaut ce que ça vaut, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qu'on a fait à l'échelle de la Terre entière. Observer également, mais non validé statistiquement, le rôle des relations sociales et de la place de la famille. Donc là, on a pu avoir, mais parce que bon, c'est plutôt des choses qu'on a eues, on va dire, individuellement avec des agriculteurs, donc qu'on ne pouvait pas tester statistiquement. Donc, par exemple, les relations sociales de voisinage, de solidarité. Par exemple, on va éviter de trop intervenir sur une strate herbacée de façon à ce que son voisin puisse installer des ruches dans votre verger, parce qu'en fait, son voisin n'a pas d'autre moyen, finalement, de vivre dans son petit village de l'Hérault que de faire du miel. Donc là, on voit aussi, finalement, la façon dont des relations sociales de solidarité peuvent aussi jouer. Bon, et là, je veux dire, souvent, on met ça plutôt en valeur dans des pays du Sud, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces mêmes mécanismes-là, ils peuvent aussi jouer dans des régions comme les nôtres, où tous les produits sont intégrés dans le marché mondial.
place de la famille, oui, par exemple, c'est quelque chose qui nous a été dit aussi, c'est-à-dire on justifie des pratiques écologiques par le fait qu'on n'a pas honte d'amener ses enfants sur sa parcelle agricole. C'est-à-dire que sa parcelle agricole, ça peut être un lieu de promenade pour ses enfants sans les mettre en danger. Donc voilà, des valeurs aussi qui sont liées à la famille. Chez les jeunes viticulteurs, le rejet du modèle technique suivi par le père. Alors ça, c'est la question de la rupture générationnelle aussi qui est importante, avec des pères qui ont suivi finalement le modèle productiviste qui a été implanté au moment de leur prise d'activité, et les jeunes qui finalement peuvent justement changer de paradigme, hein, et la dépendance aux structures agricoles prescriptrices de normes techniques, ou au contraire l'autonomie, ce que j'ai déjà montré tout à l'heure. Alors ici, bon, c'est amusant, on s'est amusé à comparer plusieurs terrains, hein, parce qu'en fait on a fait des comptages comme ça de diversité floristique dans des oliveraies, alors dans ces différents terroirs français, mais aussi en fait en Espagne. Donc en Espagne, on a ici un terrain en Espagne ici et un terrain en Espagne là. Alors, vous retrouvez évidemment le cas de Bandol, là, qui est avec une moyenne la plus élevée. Bon, alors vous voyez aussi que derrière ces moyennes, il y a une très grande variabilité, mais parce qu'en fait, on a intégré là-dedans aussi des oliveraies abandonnées. Donc, il pouvait y avoir aussi des oliveraies qui avaient été reconquises par la végétation naturelle et qui pouvaient être, par exemple, c'est le cas ici, on a 87 espèces dans cette oliveraie reconquise. Mais on peut aussi avoir, au fond, des oliveraies extrêmement pauvres ici qui ont été abandonnées, mais parce qu'elles ont été parcourues par des feux. Et alors là, au contraire, il y a eu un effet sélectif très, très important. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que là aussi, on retrouve cette influence de la pression finalement du marché et de la commercialisation et de la mondialisation. Ici, on est dans une région qui se situe en Andalousie, qui est une des régions principales de la production d'huile d'olive espagnole. Donc là, il y a un très fort enjeu en termes de rentabilisation de la culture, d'augmentation de la productivité, de contribution finalement au PIB national. Enfin bon, voilà. Ici, c'est une région qui est considérée par l'État espagnol comme une région sans intérêt d'un point de vue de la production oléicole. Donc c'est une région considérée comme marginale et qui, du coup, a conservé un certain nombre de techniques plus traditionnelles. Et puis, bon, on voit ensuite nos différents modèles. Ici, essentiellement, une agriculture bio. Là aussi, enfin, une agriculture bio ou très peu intensive. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça confirme un petit peu, avec une vision plus internationale, la question finalement du poids aussi du marché. Donc parmi les moyens finalement de promouvoir l'agroécologie, il faut aussi réfléchir à cette question du rapport au marché. Parce que c'est quelque chose qui rend plus difficile la transition vers l'agroécologie. Alors là, c'est plus sur l'histoire. Alors, par exemple, sur l'Hérault, là, je fais travailler un étudiant en lui faisant reconstituer le passé des parcelles. Bon, là, ici, c'est les enquêtes qu'on avait faites. Ici, c'est les photographies aériennes. Alors ici, on a mis l'année 57 parce que c'était l'année qui a suivi le grand gel qui a détruit beaucoup d'oliveraies en France. Ici, donc, c'est une série de photographies aériennes antérieures au grand gel, 49. Et puis ici, c'est le cadastre napoléonien. Voilà. Alors, on se rend compte que ce qu'aujourd'hui on voit comme des oliveraies, en fait, ça n'a pas toujours été des oliveraies. Ça, c'est intéressant parce que ça déconstruit l'idée comme quoi l'oliveraie, c'est un paysage traditionnel, c'est une culture traditionnelle. Bah oui, non, mais en fait, on voit que finalement, il y a pu y avoir des reconversions. Alors, pendant un temps, ça a été plutôt finalement d'étendre la vigne, hein, qui a été la culture commerciale dans l'Hérault. Mais on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir au contraire des vignes qui ont été reconverties en oliveraie. Alors,
ça ne joue pas du tout en fait sur le nombre d'espèces, parce que le nombre d'espèces, il est vraiment très dépendant de l'intensité, de la façon dont on met des produits herbicides, le nombre de fois où on passe la charrue, tout ça, les labours, les différents engins mécaniques. Mais par contre, ça va jouer en fait sur le type d'espèce. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces oliveraies récentes, on va dire, qui n'ont pas d'ancienneté, on a plutôt des espèces cosmopolites, c'est-à-dire des espèces qui sont à très très large répartition, tandis que là, on a vraiment des espèces méditerranéennes, c'est-à-dire des espèces ligneuses méditerranéennes et des espèces aussi qui interagissent avec la faune, puisque en fait, ce sont des espèces dont les graines sont consommées par les animaux et sont dispersées ainsi après avoir été consommées par les animaux. Donc là, on se rend compte qu'il peut y avoir aussi une influence sur l'écologie de cette richesse floristique. Voilà. Je vais montrer juste à partir de cet exemple-là, mais c'est quelque chose qu'on a systématiquement investigué à chaque fois, parce que bon, le nombre d'espèces n'est pas en soi l'indicateur le plus fortement pertinent, mais là on voit qu'on a aussi un aspect qualitatif. Alors, la conservation des sols. Alors, c'est un problème parce que souvent, en fait, la région méditerranéenne, vous avez des plaines, bien sûr, mais vous pouvez aussi avoir pas mal de montagnes, des collines, avec des pentes parfois assez marquées. Et donc, se pose finalement la question du rôle, par exemple, de l'agriculture dans l'érosion des sols. Là, je parle plus, tu vois, en termes quantitatifs, c'est-à-dire la perte de sol. Alors, dans l'échantillon qu'on avait étudié précédemment sur les vignes françaises, en fait, on s'est rendu compte que les herbacées pérennes, elles étaient négativement liées à l'indice d'intensité des pratiques agricoles. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ces espèces-là sont les seules qui vont rester présentes dans la parcelle au moment des gros abados pendant les orages estivaux, les orages automnaux, pardon, qui sont la caractéristique du climat méditerranéen, puisqu'on a les orages qu'on appelle cévenols, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui sont des orages très violents et qui viennent s'abattre en fait à ce moment-là sur des vignes. Alors si, je veux dire, il n'y avait que des espèces annuelles, eh ben, je veux dire, il n'y a plus rien au moment des abados, puisque les abados, c'est au moment de fin octobre, novembre. Donc là, c'est fini. Les espèces annuelles, elles ont terminé leur cycle. Elles ne servent plus à rien. Tandis que s'il y a encore des espèces pérennes, ça peut éventuellement diminuer l'érosion. Alors, sur les oliveraies, on avait fait une étude plus approfondie, parce que là, je n'ai pas du tout fait de mesures. Mais là, on avait fait en fait des mesures à partir de la teneur en césium 137. On était sur la fin de la durée de vie du césium 137, qui s'était déposé pendant les essais de bombes atomiques pendant les années 60. Donc, il y avait une durée de vie. On était juste sur la fin quand on a fait nos mesures. Et on a comparé un certain nombre de cas de parcelles agricoles en faisant des comparaisons entre ce qu'on avait en haut, ce qu'on avait en bas, etc. et par rapport à un témoin. Voilà. Et là, on a eu vraiment aussi un rôle important des pratiques d'aménagement des versants, qui étaient des pratiques très traditionnelles, de la présence des haies, alors, qui, elles aussi, étaient traditionnelles dans le paysage, mais ont eu tendance, en fait, à être supprimées avec l'intensification de cette culture, et puis des pratiques agricoles elles-mêmes. Sachant que, alors, c'est ça qui est intéressant, il y a eu une politique en Espagne, la politique agricole commune qui visait à promouvoir des pratiques agro-environnementales. Ils ont surtout insisté sur le problème de l'érosion des sols. Le problème de l'érosion des sols, il était essentiellement dû au fait que les gens ils ont eu accès à la mécanisation et que du jour où ils ont eu accès à la mécanisation, ils sont passés je ne sais combien de fois sur leur parcelle pour nettoyer, puisqu'ils étaient persuadés qu'il y avait une concurrence avec les espèces herbacées dans un système quand même où il y a pas mal de sécheresse en été. Bon. Mais ce qui s'est produit finalement, c'est que pour que les gens puissent continuer
à avoir le même système, eh ben, ils leur ont demandé, ils leur ont conseillé en fait d'utiliser des herbicides. Et alors là, ça a été, je veux dire, impressionnant. Alors je vais vous montrer quelques photos pour terminer. Voilà. Alors, quelques photos pour terminer. Alors, le système, pas terrible. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, ici, bon, vous êtes le long d'un versant, en pente relativement douce. Voilà. Vous avez ici ce qu'on appelle la rue, la caille, voilà, dans laquelle il y a un peu d'herbe. Hein. Théoriquement, sur une parcelle comme ça, il devrait avoir maintenu 50% de couverts herbacés. Vous voyez qu'on en est loin. Et puis, vous voyez un truc très rigolo qu'on appelle les oliviers colgados, c'est-à-dire, comment on pourrait dire en français? Hein? Sur monticule. Oui, c'est ça, mais qui sont en fait comme si c'était suspendus, en fait. Hein. Vous avez ici un différentiel hein, qui peut aller jusqu'au mètre. Hein. Donc là, on se dit qu'il y a eu en effet des pertes très très importantes. C'est des choses qu'on a mesurées avec les accumulations de césium 137 en bas de ces parcelles. Et puis alors ici, vous avez aussi des phénomènes qui peuvent être aussi liés à développement de grandes ravines, que l'agriculteur va essayer de combler en mettant ces résidus de taille dedans, mais ça ne sert absolument à rien, bien entendu. Donc là, vous voyez mon collègue qui faisait quand même 1,80 m, donc vous voyez la profondeur de cette ravine qui se développe dans une très grande parcelle qui est très intensément exploitée par un gestionnaire qui n'est pas le propriétaire, mais qui est sous la coupe du propriétaire, qui exige que son oliveraie soit impeccable, donc c'est-à-dire impeccable, c'est-à-dire sans aucune herbe. Évidemment, il peut le faire puisqu'il n'est pas sur une pente très forte et que donc il n'est pas obligé de garder 50% de couverture herbacée. Mais on voit que ce n'est pas parce qu'il n'est pas sur une plante très forte que son ravinement peut se développer parce qu'il est sur une très grande parcelle, il n'y a pas du tout d'interruption de la parcelle agricole, et là on a le développement de ce... Et alors ici, après, en fait, vous voyez ce qui se passe en bas. Hein. En bas, c'est-à-dire dans la partie basse des versants, là, ici, vous voyez, par exemple, ici, cet olivier, en fait, ici, c'est les brins d'un olivier, voilà, et hop, vous voyez, ça devrait venir comme ça. Donc en fait, vous avez 1 mètre d'enfouissement des oliviers là-dedans. Et puis là, vous avez le système traditionnel, qui était le système en fait arabo-andalou, donc qui est très ancien, qui est un système qui dépendait en fait des sources d'eau là qui sont ici. Vous avez les canaux, hein, et puis vous avez tout un façonnement des parcelles avec des espèces de poches hein, qui ont été creusées, qui permettent en fait le piégeage des fines, qui permettent évidemment une alimentation hydrique optimale en fait des oliveraies, et qui permettaient bien sûr que cette irrigation par gravité, qui a été hyper critiquée pour les agronomes, en fait soit une irrigation très efficace, hein, puisqu'elle concernait uniquement les oliveraies. Ça ressemble beaucoup à ton système là, du truc localisé, tu vois. Voilà. Mais ça, c'est complètement, on va dire, dévalorisé par les acteurs locaux. Voilà. Et c'est terminé. Donc voilà. Donc je voulais quand même revenir sur le fait qu'il existe des pratiques écologiques appliquées par des agriculteurs qui sont peu prises en compte dans les politiques publiques, mal valorisées, en prenant deux cultures commerciales intégrées dans les marchés mondiaux. Donc ça nous a permis de voir finalement un certain nombre de facteurs. Et la question que je pose finalement, la diffusion de l'agroécologie, serait-elle facilitée par la prise en compte de ces facteurs, de ces savoirs et de ces logiques sociales qui sont sous-jacentes en fait à l'agriculture. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des opinions ou des avis sur cette question. Il y a une question à propos des... Donc là, tu vas répéter la dernière question que tu poses, la prise en compte je reviens. Des pratiques. Voilà, de ces facteurs finalement culturels, socio-économiques, sociaux aussi, hein, puisqu'en fait. On pense aussi que ces déterminants sociaux, ils sont en affrontement permanent avec des logiques, elles aussi sociales et économiques, et qu'en fait il y a un affrontement permanent qui fait que certaines pratiques peuvent à un certain moment
gagnées, et puis à d'autres moments, elles peuvent être complètement éteintes par exemple, par la question du marché dont on parlait. Oui, et puis on voit que chez le même agriculteur, on peut avoir complètement deux logiques qui sont menées en parallèle, Et en qui fonction... s'affrontent au sein même de Oui, l'agriculture. oui, en fait, une espèce de dualité, en fait, qui est très intéressante, qu'on a aussi explorée dans des enquêtes qualitatives, où on a vraiment eu l'impression que finalement, l'Olivret était comme une consolation pour eux de tout ce à quoi ils avaient dû renoncer pour développer leur viticulture hyper rentable. Voilà. Donc ça, c'est... Oui, pardon, je n'ai pas écouté votre question. J'ai une question sur le débat, mais sinon on peut passer aux questions plus larges. Allez-y, prenez Bah une oui. question peut-être, et puis on revient vers le débat. Évidemment, si j'ai bien compris, l'impact de la biodiversité autour de l'Olivret n'a pas vraiment d'importance sur la performance, mais la richesse de la biodiversité permettrait de la pérennité des terrains. Alors, Les vignes, est-ce que c'est vrai aussi? Bon, pour les vignes, on voit que finalement, pour les vignes et pour les olivrets, en réalité, il y a un lien entre cette biodiversité qui est constituée par une couverture herbacée et la question de la conservation du sol. Hein, voilà. Donc, en réalité, la biodiversité, elle sert aussi à la conservation du sol et à l'évitement finalement de l'érosion. Ensuite, à quoi peut servir la biodiversité? C'est à éventuellement abriter aussi une chaîne d'organismes qui peut lutter, par exemple, contre certaines maladies de l'olivier. Parce qu'il y a certaines plantes, par exemple, qui sont des hôtes des organismes qui peuvent, par exemple, manger les larves, par exemple, de la mouche de l'olivier. Bon. Donc là, il y a aussi un argument en termes de contrôle des maladies phytosanitaires. Alors après, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en fait, dans les olivrets, il y a beaucoup d'espèces qu'on appelle anémogames, c'est-à-dire en fait des espèces qui, pour se reproduire, en fait, il y a beaucoup pas anémogames, entomogames, pardon. C'est des espèces qui, en fait, vont utiliser des insectes pour la pollinisation. C'est assez marrant parce qu'en fait, ça ne sert pas à l'olivier, ça. Parce que l'olivier, il est soit entomogame, soit anémogame. C'est-à-dire qu'il peut être soit pollinisé par le vent, soit pollinisé par les insectes. Donc, à la limite, il s'en fiche qu'il y ait des espèces qui attirent des insectes. D'accord ? Mais au fond, c'est un service que rend l'olivret par rapport au reste du territoire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème par rapport à la présence des insectes et ça a été montré que ça a beaucoup diminué. Et bien, une culture comme l'olivret ou une culture comme une vigne qui ne serait pas trop intense, en fait, même si la culture, la plante cultivée n'a pas besoin des insectes, elle peut rendre ce service au territoire. C'est-à-dire dans l'idée où on a une polyculture, qu'on peut avoir d'autres cultures, eh bien, ça peut contribuer finalement à polliniser les autres cultures et puis à maintenir aussi ces populations d'insectes. Donc ça, c'est plus, on va dire, une vision peut-être plus altruiste. Enfin bon, voilà, c'est-à-dire qu'on a un bilan qui ne sert pas qu'à la culture. Un bilan qui sert à la qualité du système hydrologique, hein, puisque ça limite l'érosion, et qui sert aussi au maintien finalement de populations d'insectes, même si finalement ce n'est pas utile directement à la productivité de la culture. Oui, j'ai juste quelques petits points pour... je suis entièrement d'accord qu'il faut absolument aller vers ces facteurs-là pour mieux comprendre. Donc j'ai plein d'exemples. Hein. J'ai la perception des bandes enherbées, enfin des interrants, je vais parler de la ville principalement. Oui. Mais en France, ils perçoivent quand même, y compris chez mes copains qui sont passés en bio, que le fait d'avoir des végétaux à côté, ça peut poser problème Oui. en termes de compétition par rapport à l'azote. Oui. Donc, je trouve ça assez intéressant que les gens qui galèrent, qui sont 3-4 ans passés en bio, même eux se disent ok, ouais, mais si j'ai ça à côté comme herbe, ça va pomper l'azote, et du coup, ma vigne, elle va pas être bien. Donc ça, je trouve ça assez drôle. C'est drôle ou c'est une réalité C'est une réalité du terrain. Oui. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le réseau de mesure de la qualité des sols, qui mesure les sols en France,
de tout ce qu'ils ont mesuré sur les micro-organismes, leur diversité et compagnie, la seule chose qui sort majoritairement en France, où qu'on soit, c'est l'arboriculture, c'est les vignes en particulier, et puis les cultures qui décroissent diversité, fonctionnement des sols. Donc déjà, ça ne faut pas l'oublier. On parle de diversité, herbacées, etc., mais le sol, qu'on soit dans le nord, dans le sud, on est en vigne. Le bio a un petit impact, mais ça reste très très bas. Enfin, il y a plein de facteurs comme ça marrants. Vous avez parlé des AOP aussi. J'ai un autre exemple qui est en Italie, en Toscane, qui est tout près de Montepulciano, qui sont très bien classés. Lui, il est à 5 mètres de la limite, donc il n'est pas dans le dock Montepulciano. Oui. Il est super content. Ouais. Parce qu'il Il n'a aucune obligation. C'est peut-être plus local ou régional comme vente. Il n'a pas toutes les charges qui vont avec l'AOP ou les docks, etc. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça et je pense que c'est important d'essayer de comprendre tout ça. Parce que ça va être extrêmement variable, ça peut dépendre des pays. Et à mon avis, ça dépend aussi beaucoup des régions et des coins. Enfin, le vignoble du Sud, par rapport au vignoble de Bourgogne, c'est pas du tout la même chose. Non, bien sûr. Et voilà, l'aspect de l'intensité des pratiques agricoles est vu de façon liée négativement avec la valeur du paysage et du patrimonial. J'en connais certains en Bourgogne, si c'est pas propre, c'est négatif. Oui. Donc, si c'est bien propre, on a un château classique, c'est machin, si c'est propre, c'est positivement. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Cette idée, en fait, de la propreté, du travail bien fait, etc., c'est vraiment quelque chose qui imprègne très fortement les agriculteurs. Mais il y a d'autres valeurs aussi, hein, comme par exemple une taille esthétique. Voilà. La préservation, par exemple, d'un capital de biodiversité en termes de cépages, par exemple. Il y a d'autres valeurs aussi qui existent et qui en fait, qui sont peut-être pas très exprimées, mais peut-être pas très valorisées socialement, mais quand on discute avec les gens, en fait, on se rend compte que ça a de l'importance pour eux et que ça justifie aussi des pratiques très soigneuses. Et il faut les diffuser absolument. Le seul problème, c'est l'oliveraie italienne est en super mauvais état. Oh bah là, avec la bactérie, là. 80% de temps passé, Ouais. je sais plus comment ça s'appelle le champignon. La bactérie, une bactérie. La bactérie. Oui. Le truc drôle, c'est que la bactérie se transmet moins s'il y a moins justement D'herbe. plus il y a d'herbacées, mieux ça se transmet Bah oui. d'arbre en arbre. Et donc après, ça fait drôle, c'est d'essayer de discuter ça en disant c'est mieux, ça préserve mieux le sol, mais là, du coup, ça aide à la propagation Ouais. de ce truc catastrophique. Oui, mais parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de voir des fois des aspects, des choses qui étaient pleines de bonnes intentions. Par exemple, on a voulu limiter l'érosion dans les oliveraies espagnoles, c'est une bonne idée. Mais pour ça, finalement, qu'est-ce qu'on a donné en fait comme boîte à outils aux agriculteurs ? Des produits herbicides dont ils se sont servis d'une façon tout à fait exagérée. Voilà. Et puis, par exemple, il peut y avoir aussi, par exemple, des pratiques qui changent avec apparemment un intérêt écologique. Au lieu, par exemple, de brûler les rémanents de taille, par exemple, vous allez les broyer et les étendre au sol. Seulement, je veux dire, en fait, vos bois, en fait, ils contiennent en fait des champignons endogènes, du bois à l'intérieur, et donc là, vous avez en fait une bombe à retardement. Donc, et ça, voilà, c'est aussi compliqué en fait, parce que des fois, on a des choses où on se dit ça va être très bien, et puis au fond, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Oui, merci beaucoup, c'était très, très, très intéressant. J'ai été dans la logique économique un tout petit peu étonnée de ne pas entendre plus parler de politique agricole commune. Avec les deux aspects, l'aspect la politique agricole commune avec un premier pilier qui lui pousse à la rentabilité, des pratiques très industrielles, un troisième pilier qui pousse à des choses un petit peu plus écolo, qui n'ont pas le même poids, et pas du tout. généralement le pilier 1 a beaucoup plus d'impact sur l'économie et la façon dont sont conduites les cultures, et vous n'en avez pas parlé dans les logiques, dans les déterminants, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, d'où ma question. Et peut-être, est-ce que les olivets très extensives ne sont pas justement
une espèce de scoring d'une politique agricole commune qui, avec une aide à l'hectare, fait qu'après tout, ça vaut la peine de dire qu'on a une culture, même si on n'en a pas vraiment, ou des choses comme ça. Ouais. Bon, par exemple, en Espagne, c'est très clair, d'accord? Parce qu'en Espagne, toutes les oliveraies sont répertoriées comme des oliveraies professionnelles. Ça veut dire qu'elles peuvent percevoir des subventions. Sauf que maintenant, je veux dire, les subventions se sont taries. Parce qu'il y a eu un véritable déferlement de subventions quand l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne, parce qu'à l'époque, l'Union européenne était déficitaire en huile d'olive. Donc, ils ont mis le paquet, et donc ils ont énormément subventionné. Donc, du coup, ils ont mis des oliveraies n'importe où, y compris juste au bord des rivières, enfin, dans des endroits, alors, évidemment, avec des gros problèmes aujourd'hui de maladies cryptogamiques, on s'en serait douté, hein, sur un lit majeur de rivière, c'est peut-être pas une idée géniale de mettre des oliveraies. Bon, donc, ça, en Espagne, ils ont été, on voit, en fait, les dégâts de cette politique. Ensuite, maintenant, je veux dire, c'est moins piloté parce que finalement, les subventions se sont taries. Parce que l'Union européenne est arrivée finalement à être autonome du point de vue de sa production agricole. Seulement, en fait, l'Espagne, elle était lancée comme ça, sur sa trajectoire, et puis elle ne s'est pas arrêtée, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont continué à pousser les gens à être de plus en plus rentables, de plus en plus productifs, etc. Mais ils ont des oliviers, mais vous n'imaginez pas, des oliviers qui font du 150 kilos par arbre. Donc c'est délirant, c'est délirant. Ils ont des oliviers qui sont énormes, c'est la moitié de cette pièce. 2 fois plus haut, des trucs dingues. Bon. Donc c'est vrai qu'ils ont été aidés, on va dire, par leur variété, par leur climat, par finalement l'adaptation de cette plante au climat et aux régions. Mais bon, voilà. Donc en fait, vous voyez, il y a eu... Les politiques européennes, elles jouent un rôle, finalement, pour les lancer sur cette trajectoire. Après, avec ça, ils ont non seulement saturé le marché européen, mais ils ont aussi une place énorme sur le marché mondial. Et donc, du coup, ça a eu une importance stratégique d'un point de vue économique global. Et donc, après, ils ne se sont pas arrêtés, quoi. Voilà. Et donc finalement, la logique économique, elle a pris le pas sur la logique. Après, j'ai parlé des politiques agri-environnementales qui voulaient lutter contre l'érosion et finalement ont donné comme boîte à outils aux agriculteurs des produits, des intrants chimiques, ce qui n'a pas été non plus une très bonne idée. Voilà. Alors en France, les oliveraies, c'est pas très subventionné et il y en a beaucoup qui ne sont pas pros en fait. Voilà. Quand vous regardez, par exemple, la base du RGA, le référentiel des parcelles agricoles, eh ben, en fait, il y en a plein qui manquent. Il y en a peut-être, je ne sais pas, 10 ou 15% de celles qu'il y a en vrai en France, les oliveraies. Elles sont comme ça, voilà. Alors ça, il faudrait en fait faire des enquêtes pour plus loin, quoi, pour voir quel est le bilan économique, par exemple, de ces exploitations. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui sont en dehors du système. Est-ce qu'il y a un rôle avec la défense des incendies? Oui, ça peut jouer aussi. Il y a un rôle des oliveraies actuellement. Oui. En plus, dans la prise en compte de la DFCI. Oui. Et donc, ce sont les propriétaires de terrain qui sont obligés de faire des défrichements, qui, pour faire des défrichements ou pour ne pas le faire, plantent en olivier ou reprennent en olivier des parcelles qui sont abandonnées. Oui. Et ça a ce rôle-là, et c'est très bien vu, on va dire, des autorités départementales. Oui, parce que la politique en Méditerranée, en fait, ça fait partie des politiques qui fonctionnent le mieux. C'est des politiques territoriales, en fait, environnementales. Finalement, c'est la politique de lutte contre les incendies. C'est celle qui a créé le plus de consensus au niveau sociopolitique. Et donc, ça marche très bien. Et ça peut, justement, justifier, finalement, une reprise en main d'une oliveraie abandonnée. Mais il y a des tas d'autres, en fait. Par exemple, dans l'Hérault, il y a un revival maintenant de l'oliveraie, alors qu'elle était complètement abandonnée. Donc les gens, y compris les gens qui vont habiter dans les villages, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus habiter en ville, ils récupèrent des oliveraies, ils les remettent en valeur, etc. Ils apprennent des vieux. Enfin, il y a aussi d'autres rationalités sociales qui se mettent en place. Oui.
Oui, mais c'est surtout aussi dans l'Hérault notamment parce qu'il y a la prime à l'arrachage et qu'on essaie de diminuer les quantités de production viticole. Oui. Et donc, du coup, dans des parcelles qui sont abandonnées, on plante des oliviers parce que c'est la mode en ce moment de produire de l'huile d'olive. Exactement. Donc, effectivement, les néo-ruraux qui s'installent dans l'Hérault plantent plutôt des oliveraies que. D'autant que. C'est pour souligner ce que vous disiez sur la Bien sûr. importance des marchés. En fait, ce sont les marchés qui bien sûr. aussi déterminent un peu l'occupation des sols. Et quand vous aviez votre frise historique là, sur l'occupation des sols justement dans l'Hérault, ben, ça correspond à ces périodes où on a soutenu la production viticole, notamment dans le sud de la France en termes de quantité. Et ensuite, quand les oliveraies prennent le dessus, c'est parce que justement on a voulu réduire les volumes et favoriser la qualité, d'où effectivement l'apparition des labels, Pixelmo, terrasse vue d'en haut, je sais pas comment ça s'appelle, terrasse de la Razac. oui. Et ça correspond aussi à. C'est les phénomènes de mode, les phénomènes de marché qui déterminent aussi l'occupation. Alors, c'est vrai que aussi le livret a été, le revival de l'olivret en fait a été beaucoup porté en fait par la mode du régime crétois. Et là, ça rejoint même, de façon un peu marginale, mais les questions de nutrition finalement. Hein, c'est-à-dire que ce produit qui n'existait quasiment pas dans les supermarchés parisiens quand je suis arrivée à Paris il y a 40 ans, voilà, on n'en trouvait pas, pratiquement pas. En fait, maintenant, est devenu un produit qui est beaucoup plus largement consommé donc, et qui bénéficie d'une mode. Alors, c'est le problème, c'est que la mode, ça tient les prix hein, en France. Parce qu'en Espagne, par contre, ça se vend en vrac, l'huile d'olive. Ils remplissent des camions-citernes avec. Hein. Ils vendent ça à moins de 2 € le litre. Celle que vous payez après dans votre supermarché à 7 € le litre, je veux dire, en fait, ils l'ont payé moins de 2 €. Mais en France, ça se vend comme un produit finalement de niche. Un produit de niche. Total va planter 2 raffineries en Espagne, marcherait à l'huile d'olive, Oui. à l'huile de palme.